On est maintenant devant le jardin, sur cette colline qui était complètement rocailleuse. Et c'est là qu'est enterré Herzl. Et je voulais te raconter en quelques mots, cet homme-là qui était journaliste en France, à la fin du 19e, il avait grandi dans l'Autriche-Hongrie. On commence à dire, regardez, on leur a donné tous les droits à ces gens qui étaient moins que les autres auparavant et dont les droits ont été égalisés, on leur a donné l'émancipation. Ils grimpent maintenant dans la société. Et d'ailleurs allié avec Zola, qui va publier J'accuse. Ouais, et la France va être divisée en deux. Et Herzl, qui était parti pour une carrière magnifique journalistique, va écrire un livre aux Juifs. Et c'est ce livre que je vais te raconter pendant notre petite promenade ici maintenant. Et tous les ans, sur cette place que tu vois, nous faisons la cérémonie nationale de l'indépendance d'Israël le 14 mai. Et Herzl va dire aux Juifs, on est obligé d'avoir un petit chez-soi. Pourquoi un petit chez-soi? Parce que probablement que ce peuple, qui est engagé pour être le progrès, toujours porter avec lui le progrès dans les pays où il se trouve, va créer des jalousies. Tu arrives comme réfugié, comme moins que rien, et en l'espace d'une ou deux générations, les types se retrouvent en finance, en médecine, en musique, et ça peut déchaîner des jalousies qui vont être instrumentalisées par des politiques. Exactement. Et donc, Herzl dit aux Juifs, il n'y a pas le choix. Vous n'avez que deux options. Et maintenant, on va marcher ensemble, avec notre caméraman, viens avec moi, et on va voir le choix qu'il nous propose. Donc, c'est celui-là, Herzl, un journaliste parisien, qui a eu le choc de sa vie en voyant le déchaînement de haine. Donc, toi déjà, donc, il faut donner aussi une précision pour tous ceux qui nous regardent du sionisme, qu'il n'y a pas de honte à être sioniste, c'est quoi? Au contraire, c'est venir fertiliser la terre, faire bénéficier tout notre environnement de notre savoir-faire et des synergies qu'on va faire en commun. Et là, nous arrivons, et Herzl dit, pour avoir un pays, il faut donc que nous ayons des gens qui s'engagent à le défendre et à le diriger. Ici, la tombe donc de Yitzhak Shamir, grand combattant d'Israël, qui est décédé récemment, qui avait refusé, lui, d'aller venir dans les réunions organisées à Madrid à l'époque, parce qu'il a dit « j'ai pas de terre à donner, je peux donner la paix à mes voisins contre la paix. » Exactement. Mais je n'ai pas de terre à leur donner, et ces réunions ne sont que des moyens de nous soutirer la terre. Yitzhak Rabin qui était combattant jusqu'à chef d'état-major de l'armée d'Israël à la guerre des 6 jours, il était celui qui a libéré Jérusalem. Il a, en tant que chef d'État, osé une chose très difficile, puisqu'il a dit on doit essayer, même s'il y a une chance pour 100, que ça réussisse. Il savait qu'il y avait peu de chance, mais il a quand même signé les accords d'Oslo, et plus tard il a été assassiné. Il est donc enterré ici. Donc ici, Golda Meir, qui est enterrée ici. Elle est décédée après la guerre de Kippour. Malheureusement, elle n'a pas mobilisé les troupes. Eh oui, l'année de ma naissance, en 1978. Alors que nous avions des informations évidentes de l'attaque syrienne et de l'attaque égyptienne qui ont eu lieu donc le jour de Kippour d'octobre 73. Et malheureusement, elle n'a pas mobilisé. Nous voyons ici, regarde bien, des jeunes recrues de la brigade de combattants Golani, la brigade d'élite qui s'est distinguée sur le Golan et récemment à Gaza. Et donc les jeunes recrues vont aller sur les tombes de membres de leur unité. On voit encore des blacks. Hein, bien sûr, tu verras, il y a des blacks ici, il y a des gens musulmans. Ensemble, hein. Tu verras toutes sortes de gens. Il y a un beau parterre de fleurs. Là, nous sommes donc dans l'énorme cimetière militaire. Herzl dit aux Juifs, si vous avez une terre, vous ne la défendez pas, ça ne tiendra pas. Et ce cimetière est malheureusement énorme pour un petit pays de quelques millions d'habitants. On a presque 26 000 morts dans l'armée depuis 1948. Ce cimetière commence en 1948, comme tu vois la date ici sur les tombes. Ici, c'est la tombe d'un gamin de 14 ans qui a été tué à la guerre d'indépendance. Nous avions fait des concessions territoriales énormes et on avait accepté un pays minuscule
alors que nous étions en propriété foncière. L'ONU nous avait dit, nous sommes garants que rien ne vous arrivera, nous gardons les pays voisins en paix avec vous. Le lendemain de l'indépendance d'Israël, nous avons été attaqués par tout le monde arabe. Direct. Et c'était une guerre qui a duré plus d'1 an. Et l'Occident, l'ONU, les États-Unis, personne n'a bougé. Voilà. Fidèles à eux-mêmes, ils quittent leur plan. Ça me rappelle la guerre de 1945. Toujours cet endroit-là, qui est le seul carré du cimetière militaire. Tu vois ce rond dans lequel on voit 7 tombes. Regarde bien. Et ça, c'est une épopée très particulière. Parce que je trouve que souvent en Europe, la commémoration de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, et on a l'impression qu'on présente dans l'histoire, dans les films, l'Allemagne contre les Juifs. Mais c'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que les Juifs étaient des citoyens à part entière de leur pays, qui ont développé leur pays en musique, en médecine, en sciences, en commerce, en finance, en industrie, en tout, et en loyauté avant tout. Ils se sont battus pour leur drapeau, comme mon grand-père en France, qui était colonel de l'armée française de réserve. Des gens qui ont cru à leur pays, et soudainement, les Juifs sont arrêtés. Et les Juifs sont arrêtés en Europe, non pas par les Allemands, ils sont arrêtés par les polices de leur propre pays, qui les donnent ensuite aux Allemands. Ouais, et c'est pour ça, et si j'étais non-juif, je dirais aux Juifs, mais enfin, vous parlez tout le temps de votre holocauste en tant que vous. Mais je leur dis oui, parce que notre histoire, elle est particulière. Nos gens ne sont pas morts dans le cadre de la guerre, ils ont été trahis par leur nation. Je te rappelle que nous étions britanniques ici. Oui. Comme l'Afrique du Nord était française. Bien sûr. Et 40% des hommes de Tel Aviv combattaient pour l'armée anglaise, qui était le seul pays qui combattait les nazis pour la liberté. Entre parenthèses. Et donc, nous avons demandé aux Anglais, laissez-nous faire venir en Israël ces Juifs persécutés en Europe. Tant pis, ils perdront leurs biens. Tant pis, ils perdront ce qu'ils ont. Mais au moins, ils sauveront leur vie. Bien sûr. Et nous demandons au même moment aux Américains, permettez-nous de vous donner les cartes, parce que nous avons vu qu'ils sont en train de massacrer nos frères. Bombardez, puisque vous êtes en plein bombardement sur l'Europe, prenez ces cartes, et voici les points trigonométriques où se trouvent les rails de chemin de fer et les camps militaires où les Juifs étaient massacrés. Et 17 jours, ça représente, tu multiplies par 26 000 par jour, 17 jours seulement plus tard, nous recevons la réponse des Américains et des Anglais conjointe. On ne peut pas bombarder ni les camps où l'on massacre votre peuple, ni les chemins de fer, mais on ne veut pas non plus que vous accueilliez ici les Juifs persécutés. Par contre, ils se sont pas gênés de mettre deux bombes au Japon, d'ailleurs. Mais bien sûr. On va donc en parler. Hein. Et donc, nous avons décidé, puisque nous sommes seuls dans la nature, de créer un petit bureau que l'on va appeler l'Institut. L'Institut pour les migrations clandestines. Arrêtez. Quand nous recevons cette réponse conjointe britannique et américaine, nous décidons donc de régler, dans la mesure du possible, d'essayer d'intervenir avec le peu d'outils que nous avons. Nous cherchons en Israël des gens capables de se faufiler dans les pays collabos du nazisme, depuis la France jusqu'à l'Europe de l'Est, jusqu'aux communistes. Bien sûr. Et ces gens-là, on va créer à leur intention un petit bureau qu'on va appeler Institut pour les migrations clandestines. Institut pour les migrations clandestines. Ces gens-là vont être formés pendant 1 an et ensuite nous allons les parachuter en Europe dans ces différents pays, à nos moyens, pour qu'ils puissent aller voir les chefs des communautés juives et leur dire il y a un moyen de sortir. Les Juifs d'Europe n'avaient même pas envisagé de sortir, que il y avait ailleurs, il y avait une autre option. Donc assimilés, le sionisme, l'idéologie d'Herzl était extrêmement diluée, elle avait peut-être moins d'un demi% de supporters. Je vais te faire juste une petite parenthèse, c'est quand même la base du judaïsme, la terre. Tout à fait, mais la lecture de l'époque, c'était encore la lecture de l'exil. Nous avons été chassés et nous attendons que l'occasion se présente. Et Herzl, c'est le Moïse des temps modernes. Exactement. Tu comprends? Magnifique. Et donc, nous envoyons ces gens-là et ils vont aller essayer, ils vont créer des chemins secrets de sortie d'Europe vers la Méditerranée. On va récupérer des bateaux, les Anglais bloquent nos bateaux sur la Méditerranée, mais lentement nous faisons passer des émigrants clandestins en terre d'Israël. C'est l'histoire du film Exodus, et de bateaux qui ont coulé, etc. Et sur les 33
que nous avons envoyés en Europe, 7 ont été capturés. Tu vois ici, nous avons les 3 de devant, nous avons les tombes. Les 4 de derrière, nous n'avons pas les corps. 7 sur les 33 ont été capturés. Tu vois les jeunes de l'unité des Gauzes qui viennent ici, donc. Et ces gens-là sont ici, donc. Et je te rappelle simplement que cette mission de sauver le peuple d'Israël, c'est quoi? C'est quoi la mission de sauver le peuple d'Israël? C'est la mission de l'Institut. Comment on dit Institut en hébreu? Mossad. Mossad, all right. Et donc, c'est ça la mission, qui est de pouvoir combattre tous ceux qui voudront porter atteinte à notre peuple et sauver les gens de notre peuple. Et donc, voilà les jeunes recrues de l'unité d'élite qui est spécialisée sur les banques, qui s'appelle l'unité Egoz. Ces gens-là vont regarder les morts de leur unité dans ce cimetière militaire parce que nous savons pourquoi a lieu le combat. On arrive, tu vois, on a quitté le cimetière. Et là, on est arrivé dans une forêt. Et ici, nous avons planté 6 millions d'arbres que tu vois autour de nous, plantés à la main, pour les 6 millions de juifs d'Europe, pris par les polices ou dénoncés par les concierges et les voisins et les jaloux de l'environnement, de leur environ à eux. Donc cite quand même les pays, cite les pays parce que de les la gens, France, voilà, faut qu'ils le disent. l'Europe de l'Est, le régime de Vichy, la collaboration, parce que les jeunes ils savent plus l'histoire, Le régime français élu d'extrême droite, corrompu et qui a collaboré avec le nazisme raciste. Et donc si tu veux comprendre Herzl dans ce livre où il propose aux Juifs de faire un État. Regarde bien dans ce livre, il dit aux Juifs, vous n'avez que 2 possibilités. Regarde, imagine cette colline où nous sommes. Au sommet, on a vu la tombe d'Herzl. Sur toute la pente côté est, pardon, nous avons vu le cimetière militaire. Autrement dit, le prix à payer si tu veux un chez toi. De l'autre côté, la forêt, en souvenir des Juifs morts dans les pogroms. Le prix que tu payes quand tu n'as pas de chez toi. Parce que si les Juifs avaient eu où aller, alors ils n'auraient pas été brûlés. Bien sûr. La solution finale, je te rappelle, n'a été prise qu'en janvier 42. 42, c'est ça. Ça veut dire que de 33, où ce parti est au cœur du Parlement allemand, on commence des actions violentes, racistes, progressives, mais on ne parle pas de solution finale. Bien sûr. Autrement dit, Herzl, et c'est pour ça que nous avons enterré Herzl entre le cimetière militaire et le mémorial de l'Holocauste, comme pour dire aux Juifs et aux gens d'Israël, et au peuple juif à l'étranger, vous n'avez que 2 options. Ou bien vous combattez pour un petit chez-soi qui sera l'endroit où vous avez où aller en cas de problème. Et si vous ne voulez pas le faire, alors vous restez le juif minoritaire dans tous ces pays. Il donne aux Juifs 2 possibilités, il n'y a pas de milieu. Ou bien on soutient une patrie pour qu'on ait où aller. Et d'ailleurs, on a été scrupuleux. Et les Arabes qui vivaient là ont été faits citoyens égaux d'Israël. Les seuls qui n'ont pas été autorisés à revenir sont ceux qui ont trahi leur propre pays. Puisque à la guerre d'indépendance, la moitié des Arabes d'Israël restent en Israël à l'issue de la guerre. L'autre moitié ne reste pas parce qu'ils ont été la 5e colonne, ceux qui vont accueillir l'armée égyptienne, irakienne, syrienne qui viennent détruire le pays. Imagine demain en France qu'une partie de la population devient l'accueil d'un ennemi qui voudrait détruire le pays. Et donc tu comprends, et c'est comme ça que 300 000 Arabes de Palestine ne sont pas autorisés à revenir. C'est ce qu'on appellera le problème palestinien. Il y a évidemment un grand différent sur les chiffres. 300 000 personnes en 1948 ne peuvent pas donner 7 millions de réfugiés aujourd'hui. Il s'agit de démographie humaine. Et puis on n'est pas réfugiés ad aeternum. Mais ceux qui ont mis des drapeaux blancs, comme hier lorsque je t'emmenais dans le village d'Abou Ghosh où on a vu le monastère, ceux qui ont mis des drapeaux blancs sont restés là. Et nous avons vu les Arabes heureux d'Israël. Exactement. Alors donc voilà, je viens donc au nom des personnes qui recherchent la vérité et il y a des vidéos beaucoup qui tournent sur Doc Herzl. Bon, moi j'ai déjà mon point de vue qui s'est fait sans être venu sur le terrain par la logique. Déjà les gens se demandent pourquoi certains juifs ont attendu jusqu'en 1942 pour fuir. Bon, moi déjà je vais donner déjà ce que je sais, une réponse qui est très logique. Et les Juifs étaient très bien en Allemagne et dans les autres pays comme la Pologne, c'est ça. Ils étaient donc assimilés, ils avaient des fonctions. Ils croyaient au discours local. Voilà, il y avait des
il y avait des artistes ci et ça, donc ils étaient assimilés et ils avaient oublié leurs racines, entre parenthèses, qui étaient fondées sur la Torah, et surtout une chose qui est très importante, la terre d'Israël était devenue un désert, comme c'était écrit dans la Torah, et il y avait personne qui habitait, et ils ne voulaient pas quitter leur confort. Maintenant, tu vas nous éclairer exactement pourquoi les Juifs ne sont pas retournés sur la terre plus précisément. Les Juifs grandissent dans un principe de loyauté. Notre croyance, comme l'islam d'origine, pas le fondamentalisme aujourd'hui, insiste énormément sur ce qui s'appelle le respect du souverain. Le Juif chassé de la terre d'Israël a passé de migration en migration et avec l'émancipation s'est senti confiant dans le discours de ces pays-là. Aussi bien le juif assimilé que le juif très pratiquant. Et donc, pour lui, le moment n'était pas venu. Le discours d'Herzl n'était pas encore arrivé. D'accord. Si tu veux, Herzl décrit des situations. Il parle d'ailleurs d'un drame qui se profile à l'horizon, mais il sent la problématique qui est le cycle de la vie des Juifs dans un pays. On aide le pays à se lever, on le développe dans sa prospérité, et puis un jour, on est rejeté. Je te rappelle qu'à Paris, il y a eu dans les années 40 donc cette exposition, qui est l'exposition la plus visitée qu'il y a jamais eu à Paris, qui s'appelait Le Juif, où l'on disait aux Français comment reconnaître le Juif. Oui, j'ai vu. Et à l'entrée, il y avait ce panneau qui accueillait le visiteur et qui disait cette phrase extraordinaire. Ils arrivent pauvres dans un pays riche. Ils repartent enrichis d'un pays appauvri. Moi, j'ai vu les menus de propagande. C'est ainsi que beaucoup de politicards vont faire des magazines de propagande, des essayer radios. De trouver des justifications à cette crise de 29, au lieu de remédier au fond du problème. Qui était bancaire déjà. Un bouc émissaire. Ouais. Et donc, c'est la situation à laquelle on va faire face. Mais les Juifs sont confiants. Moi, j'avais un grand-père qui était juge en France d'avant-guerre. C'est une position respectable, notable dans sa ville. Quand on demande aux Juifs de s'inscrire au commissariat, se faire enregistrer comme Juif, il y va illico presto. Parce qu'il a confiance en son pays. Mais qui pouvait imaginer que l'État va se retourner contre une partie de ses citoyens? Et c'est pour ça que le Juif est toujours proche des gens opprimés. De tout le temps que nous avons passé ensemble, tu as pu voir des gens de minorité. On a vu ici des gens de Birmanie, on a vu des gens d'Afrique. Tu as vu comment tous ces gens-là sont traités. Donc moi, je te reviens encore sur un œil neutre. On a fait l'histoire avec ma fille qui a 13 ans, avec la logique. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la première défaite allemande, elle n'a pas lieu avec le débarquement en Normandie, c'est ça, elle a lieu à El Alamein. El Alamein, ici même. En 1943, juste aux portes de Jérusalem. Bien sûr. Et il faut dire que tous les historiens sont d'accord que Hitler avait gagné la guerre puisque la France était mise à plat, l'Angleterre n'intervenait pas, les Américains n'intervenaient pas, toute l'Europe était aux mains de Hitler. Il y avait le pacte germano-soviétique qui s'est retourné qu'après. Avec ma fille qui est neutre et avec moi, on a conclu quand on a refait la Deuxième Guerre mondiale que cette Deuxième Guerre mondiale avait encore été déclarée parce que Hitler avait déjà posté des troupes en Afrique. Et en Afrique, on sait qu'il y a eu des présences juives parce qu'on fait certaines pratiques sur nos terres, notamment chez moi au Cameroun. Moi, j'ai mon arrière-grand-parent, puisque ma mère est métisse, claire de peau, qui était fille d'un général allemand qui a aidé à la délivrance de l'Afrique quand Hitler avait envoyé l'Africa Corps. On est clair et net et on a le droit d'y penser que la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée uniquement pour détruire, tuer du juif et rentrer à Jérusalem et avec toute conscience, avec la logique d'un enfant et d'un père. Et je veux te demander ton point de vue sur ça. Parce que c'est logique, c'est une guerre géopolitique, géostratégique. C'est une guerre géopolitique. Et les Anglais ont cru qu'une victoire ici, au carrefour entre l'Asie et l'Afrique du Nord, terminerait la guerre.
Ils ont vaincu Rommel, l'Africa Corps. Malheureusement, la guerre a repris de plus belle. Et la question que nous nous posons, comment se fait-il que ces forces de la liberté n'ont pas été présentes pour sauver notre peuple? Vous êtes en France et vous avez souvent l'image que nous sommes la 53e étoile du drapeau américain. Mais je te rappelle que des Juifs ont réussi à quitter l'Allemagne par bateau. Ils arrivent au port de Hambourg, dans le bateau Saint-Louis, qui les emmène après une mer difficile à New York. Et ils vont rester dans la fameuse baie du port de Hudson Bay à New York pendant 17 jours. Et les Américains ne vont pas leur permettre l'accostage. Et les Juifs vont repartir et être envoyés dans les camps de la mort. Un seul pays au monde va dire aux Juifs « Welcome, bienvenue ». C'est la République dominicaine. La République dominicaine, la voisine de la Jamaïque. Et cette République dominicaine dira aux Juifs « Vous êtes bienvenus ». Malheureusement, on ne savait pas comment y aller. Et nous n'oublierons jamais les amis des mauvais jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes déterminés dans la construction de notre pays, avec la liberté pour toutes les minorités, avec leur développement, mais parce que, comme disait mon père, que Dieu ait son âme, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Alors donc voilà, tu nous as encore éclairé une fois de plus sur des zones d'ombre qui se circulent malencontreusement sur le net avec beaucoup de mauvaise foi. Et c'est vraiment pour dire aux gens, la vérité, elle est sur le terrain. Il y a tous les éléments concrets pour reconstruire le puzzle sur la machination qui dure depuis quand même 3500 ans sur Israël et sur le peuple juif. Et donc, moi, je suis venu de mes propres moyens. J'ai pris tout à ma charge, j'ai fait venir un guide qui ne me connaissait pas du tout. Je lui ai posé les questions tranchantes en rentrant dedans. Et il nous a répondu honnêtement, donc... Gilles Pérez, guide, @gmail.com. Voilà, on ne fait pas de business. Et Live Giving, le site Live Giving, Shmuel, c'est livegiving.tv. Voilà, donc Shmuel, c'est mon monteur que j'ai eu la chance de rencontrer. Et on n'est pas là pour faire un business. Donc si vous recherchez la vérité, vous avez franchement les deux meilleures personnes. Et voir des beaux paysages. Et voir des beaux rencontrer paysages. des personnes sympas. Voilà. Et bien manger. Voilà, et bien manger. Et faire voir la vraie vie. Voilà, vous avez vraiment les... Ça a été une belle rencontre en tout cas, les Claude. deux personnes. Tu es bienvenu et je te souhaite grande chance dans tout ce que tu entreprends. Tu la mérites. Beaucoup. Merci beaucoup. Et la merci vérité Shmuel, est sur le terrain. Merci à Shmuel, Live Giving. La vérité est sur le terrain. Salut, à la prochaine. Hein. Let's celebrate new hope, celebrate new hope, love and joy, love and peace.